Il existe des lieux où le silence semble plus lourd que le temps lui-même. Au cœur du désert, les pyramides se dressent comme des énigmes de pierre, gardiennes immobiles d'un savoir oublié. Mais une question ronge l'horizon. Et si elle n'était pas le fruit des Égyptiens? Si leur origine appartenait à une mémoire plus ancienne, effacée par les sables et les siècles, alors chaque bloc, chaque couloir, chaque alignement d'étoiles deviendrait une trace d'une autre histoire, un récit dont nous n'avons plus que les échos. Imaginer ce monde, c'est se tenir au bord d'un gouffre où l'histoire hésite entre la certitude et l'inconnu. Dans ce vide, les pyramides cessent d'être un monument. Elles deviennent une question. Le désert ne garde pas seulement le silence, il efface. Chaque souffle de vent, chaque vague de sable est une main invisible qui gomme patiemment les traces des siècles. Au fil du temps, il transforme les ruines en collines anonymes, les routes en mirages et les souvenirs en poussière. Pourtant, au milieu de cette immensité qui dévore tout, les pyramides s'élèvent, indomptées. Leur présence ressemble à un défi lancé au temps lui-même. Mais si elles ne venaient pas des Égyptiens, alors ce désert ne serait plus seulement un paysage. Il deviendrait le voile d'un secret plus vaste, d'une mémoire ancienne que nous ne savons plus lire. L'histoire que nous connaissons est une trame fragile. Elle s'appuie sur des chroniques, des vestiges, des interprétations humaines. Nous croyons savoir que les pyramides furent construites par les pharaons de l'Ancien Empire, au prix de siècles de travail, de milliers d'ouvriers et d'un savoir-faire patient. Pourtant, l'ombre d'un doute subsiste. La perfection des blocs, l'alignement céleste, la complexité des galeries, tout cela semble étrangement disproportionné par rapport aux outils rudimentaires dont disposaient ces hommes. Le désert, avec son silence, nourrit ce doute. Il nous invite à nous demander si ce récit officiel est ce qu'on est complet, ou s'il ne manque pas une couche plus profonde, effacée depuis trop longtemps. On raconte que sous le sable du plateau de Gizeh dorment encore des chambres intactes, des couloirs que personne n'a foulés depuis des millénaires. Les égyptologues y voient la promesse de nouvelles archives, mais si les pyramides ne venaient pas des Égyptiens, alors ces chambres ne contiendraient pas l'histoire d'une dynastie, mais peut-être les fragments d'une civilisation disparue. On imagine des tablettes aux écritures illisibles, des outils qui n'appartiennent à aucun âge connu, des cartes du ciel dessinées avant même l'aube de l'histoire humaine. Le désert serait alors le gardien d'un secret que personne n'ose encore formuler. Et si le temps que nous croyons linéaire était en réalité un cercle, la mémoire effacée du désert ne se limite pas aux pyramides. À travers le Sahara, des archéologues découvrent parfois des roches gravées transfaites de scènes impossibles, des animaux de la savane, des éléphants, des girafes, dessinés au cœur d'une région aujourd'hui desséchée. Cela raconte une Afrique ancienne, fertile, vivante, bien avant que le sable ne l'étouffe. Dans cette perspective, pourquoi ne pas imaginer que les pyramides elles-mêmes soient les restes d'un monde plus ancien, un monde dont nous n'avons conservé que des fragments éparpillés, comme des coquillages retrouvés sur une plage après la marée? La pierre parle, mais elle parle lentement. Les blocs des pyramides ne sont pas de simples rochers empilés. Chacun pèse plusieurs tonnes, taillés avec une précision étonnante. Certains ajustements sont si parfaits qu'une feuille de papier ne pourrait pas se glisser entre deux blocs. Comment, avec des outils de cuivre, des cordes de chanvre et des rondins de bois, ces bâtisseurs supposés auraient-ils atteint un tel degré de maîtrise? La réponse officielle existe. Ingénierie brillante, organisation sociale exceptionnelle, temps illimité. Mais le désert, encore une fois, nous rappelle que ce n'est peut-être qu'une explication parmi d'autres. Imaginons un instant que ces pierres d'Enté aient été posées bien avant l'Égypte pharaonique, peut-être par une culture disparue dont les Égyptiens n'auraient hérité que l'ombre et le prestige. Dans ce scénario, les pharaons ne seraient trop pas les constructeurs, mais les héritiers, revendiquant comme leur propre monument qui les précédait de millénaires. Cela expliquerait pourquoi aucune trace claire de l'organisation gigantesque nécessaire à un tel chantier n'a jamais été retrouvée. Peut-être parce que ce chantier n'appartenait pas à leur époque. Peut-être parce qu'il était déjà ancien lorsque les premières dynasties ont levé les yeux vers ces colosses de pierre. Les anciens Égyptiens eux-mêmes semblaient entretenir un rapport ambigu avec les pyramides. Leurs textes sacrés, leurs hymnes et leurs récits parlent de dieux qui régnaient avant les hommes, d'âges immémoriaux où le savoir était donné par des figures mystérieuses venues d'ailleurs. Peut-être n'étaient-ce que des mythes, mais dans les mythes, il y a parfois des souvenirs déguisés, des échos de vérités enfouies. Et si les pyramides faisaient partie de ces échos? Le désert agit comme un grand archiviste.
Il conserve les pierres mais efface les noms. Il garde les monuments mais détruit les récits. C'est pourquoi tant de civilisations nous apparaissent aujourd'hui comme des fantômes. Les Mayas, les Sumériens, les habitants de Göbekli Tepe, tous ont laissé des vestiges plus anciens, plus étranges que ce que nos chronologies admettaient autrefois. Chaque nouvelle découverte force l'histoire à se réécrire. Alors pourquoi ne pas imaginer que les pyramides appartiennent aussi à ce catalogue d'anachronismes ? Le sable cache autant voile, mais le voile ne se déchire jamais entièrement. Le désert garde son mystère. Il garde aussi sa lenteur, imposant aux chercheurs un rythme d'attente et de patience. Ce qui nous échappe aujourd'hui peut se dévoiler demain. Et dans cette attente, les pyramides continuent donc de nous défier du regard, semblant dire « Vous ne savez pas encore qui nous a dressés ». Il y a, dans la mémoire effacée du désert, une leçon silencieuse. Elle nous rappelle que l'histoire humaine n'est peut-être qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus vaste, que ce que nous appelons les débuts n'est peut-être qu'une reprise après une longue interruption. Les pyramides, deviennent autre chose qu'un triomphe de l'ingénierie égyptienne. Elles deviennent des bornes dans le temps, des repères dressés par des mains inconnues, adressés à un futur lointain. Peut-être à nous, le désert efface, mais il n'efface jamais tout. Chaque civilisation trace sa mémoire dans la pierre, dans les textes, dans la chair fragile des traditions. Mais ces lignes sont souvent incomplètes. Elles se brisent, se contredisent, se perdent entre le sable et l'oubli. L'histoire telle qu'on la raconte ressemble moins à un livre parfaitement relié qu'à un manuscrit lacunaire, rempli de pages manquantes, de ratures, de vides béants. Les pyramides, avec leur grandeur immobile, se dressent comme une de ces failles. Et si elles n'avaient pas été construites par les Égyptiens, alors une partie entière du récit officiel se fissurerait, révélant un gouffre qui remettrait en cause tout ce que nous croyons connaître du passé. Dans le discours académique, la chronologie égyptienne repose sur des repères précis. Les règnes des pharaons, les inscriptions gravées sur les temples, les documents administratifs retrouvés sur papyrus. Mais ces certitudes sont plus fragiles qu'elles ne paraissent. Les dynasties elles-mêmes ont souvent réécrit leur propre histoire, effaçant les noms de leurs prédécesseurs, attribuant leurs œuvres à d'autres, remodelant le passé pour légitimer leur pouvoir. Ainsi, l'histoire de l'Égypte ancienne est déjà une mosaïque de vérité et de mensonges. Si les pyramides ne venaient que non pas de cette civilisation, alors ce jeu d'effacement prendrait une dimension bien plus vaste. Ce ne serait plus seulement des noms de rois que l'on aurait perdus, mais une civilisation entière. On retrouve cette fissure dans les récits anciens. Les Grecs, fascinés par l'Égypte, racontaient que ces monuments appartenaient peut-être à un âge bien plus ancien que celui des pharaons qu'ils connaissaient. Hérodote, que l'on considère souvent comme le père de l'histoire, décrivit la construction des pyramides. Mais ces récits étaient déjà nourris de traditions orales, de légendes transmises et peut-être de confusions accumulées. Il parlait de milliers d'ouvriers, de machines de bois, de décennies de travail, mais il ne disait jamais avec certitude « voici la vérité ». Il décrivait ce qu'on lui avait dit. Ainsi, dès l'Antiquité, l'histoire portait ses fissures et les pyramides se situaient déjà dans cette zone trouble entre témoignages et énigmes. Certains indices accentuant ce doute. Des traces d'érosion observées sur le Sphinx, par exemple, ont conduit certains chercheurs à suggérer que cette sculpture aurait subi l'action de pluies intenses, bien avant l'époque des pharaons. Or, un tel climat aurait disparu d'Égypte plusieurs millénaires avant l'Ancien Empire. Si cette hypothèse est juste, cela signifierait que le Sphinx, et peut-être aussi les pyramides, dateraient d'une époque radicalement plus ancienne que celle admise. Une fissure s'ouvre alors, et si ces monuments appartenaient à une civilisation dont la mémoire a été totalement effacée, ne laissant derrière elle que des pierres trop lourdes pour disparaître? Les fissures ne sont pas seulement archéologiques, elles sont aussi culturelles. Dans les textes funéraires égyptiens, on lit le souvenir d'un temps mythique, celui des dieux-rois, un âge où des entités supérieures auraient gouverné la vallée du Nil avant l'arrivée des dynasties humaines. Ces récits ne sont peut-être que des mythes destinés à sacraliser le pouvoir royal. Mais que se passerait-il si ces légendes étaient en réalité le souvenir déformé d'une époque très ancienne, d'une culture si différente qu'elle aurait été perçue comme divine par ceux qui l'ont suivie? Dans ce cas, les pyramides ne seraient pas de simples tombeaux, mais les vestiges matériels d'un âge oublié, réinterprétés par les Égyptiens selon leur propre langage symbolique. L'histoire se fissure aussi lorsqu'elle croise l'astronomie.
L'alignement des pyramides de Gizeh correspond avec une précision troublante à la ceinture d'Orion. Les calculs suggèrent même que cette correspondance serait parfaite non pas pour l'époque des pharaons, mais pour une date remontant à plus de 10 000 ans. Si cela est vrai, alors quelqu'un, bien avant l'Égypte dynastique, aurait conçu ces monuments en fonction d'un ciel disparu, un ciel que seuls des observateurs d'une époque plus ancienne auraient pu contempler. La fissure s'élargit encore. Qui donc regardait les étoiles depuis la vallée du Nil, à une époque où, selon l'histoire officielle, aucune grande civilisation n'existait encore? Ces questions ne trouvent pas de réponse simplement facile. Elles créent un vertige. Chaque fissure est un appel au doute, mais aussi un risque, car l'histoire a besoin de certitude pour exister. Les archéologues, les historiens, les savants cherchent à consolider les chronologies, à remplir les vides, à colmater les fissures. Mais parfois, à force de vouloir réparer le récit, on en oublie que les fissures d'un inédit font partie de la vérité. Le passé n'est pas un édifice intact, c'est une ruine. Et les pyramides, paradoxalement, sont peut-être les ruines d'un monde plus ancien encore, un monde dont l'histoire a été entièrement brisée. Le désert lui-même semble participer à ce processus. Il conserve les pierres, mais il détruit les traces qui les expliqueraient. Il protège les monuments, mais il efface les archives. Ainsi, les pyramides sont à la fois une présence indestructible et une énigme insaisissable. Elles sont le fragment d'un puzzle dont toutes les autres pièces ont disparu. Et dans ce puzzle, chaque fissure de l'histoire devient un abîme où l'imagination se précipite. Si nous acceptons l'idée que les pyramides n'auraient pas été érigées par les Égyptiens, alors une immense réorganisation du savoir s'impose. Cela voudrait dire que notre chronologie de l'humanité est fausse ou du moins incomplète. Qu'il a existé un peuple antérieur, oublié, dont la science et les connaissances dépassaient ce que nous croyons possible pour son époque. Cela bouleverse notre vision du temps. Cela suggère que la civilisation n'est pas une ligne ascendante allant de la simplicité primitive à la complexité moderne, mais une série de cycles, de florescence et d'effondrement. Des civilisations auraient pu atteindre des sommets, disparaître totalement et ne laisser derrière elles que quelques monuments incompréhensibles. L'histoire se fissure et dans ces fissures, on entend parfois des voix. Ce sont les mythes de peuples éloignés, qui parlent tous de temps antédiluviens, de grandes inondations, de civilisations perdues. L'Atlantide de Platon, les cités englouties des traditions indiennes, les récits sumériens du déluge. Tous semblent chanter la même mélodie, celle d'un monde oublié, détruit, effacé, mais dont quelques fragments persistent, comme des pierres dressées contre l'oubli. Les pyramides s'intègrent parfaitement dans ce chœur d'écho. Elles sont l'intrus majestueux qui ne s'explique pas, la cicatrice ouverte au cœur de l'histoire humaine. Lorsque l'histoire se fissure, deux attitudes se dessinent. Certains veulent combler la faille, en reconstruisant coûte que coûte un récit cohérent, quitte à ignorer ce qui dérange. D'autres choisissent d'habiter la fissure, d'accepter qu'il existe dans notre passé des zones obscures, des mystères qui ne seront jamais totalement résolus. Les pyramides, par leur silence, invitent à cette seconde posture. Elles ne livrent pas de réponse, elles ne donnent que des indices, des fragments, des alignements. Elles nous forcent à contempler le vide qui traverse nos certitudes. Alors, au cœur de la fissure, une idée persiste. Peut-être que l'histoire, telle que nous la récitons, n'est qu'une version provisoire. Peut-être que les pyramides appartiennent à un autre livre, jamais écrit, dont les pages ont été brûlées ou englouties. Et peut-être qu'en regardant ces monuments, nous ne voyons pas seulement des pierres, mais la preuve silencieuse que l'histoire humaine est plus ancienne, plus complexe et plus fragile que nous n'osons le croire. La première impression face aux pyramides n'est pas seulement celle de la grandeur, c'est celle du poids. Des millions de blocs, certains atteignant plusieurs dizaines de tonnes, assemblés avec une précision qui défie la logique. Les pierres parlent d'un effort surhumain, d'une maîtrise technique que l'on peine à expliquer. Et si elles n'avaient pas été dressées par les Égyptiens, mais par une main plus ancienne, alors ces blocs seraient les fragments survivants d'un savoir disparu, une science de la matière qui n'a laissé d'autres traces que ces masses de calcaire et de granit. Les pierres impossibles sont partout sur le plateau de Gizeh. Les plus petites, déjà colossales, semblent issues d'un chantier titanesque. Les plus grandes défient la raison. Le sarcophage de granit de la chambre du roi, dans la grande pyramide, taillé dans un seul bloc, pèse plusieurs dizaines de tonnes et fut extrait des carrières d'Assouan, à près de 900 km de là. Comment ce monolithe a-t-il été transporté sur une telle distance, sans roues, sans acier, avec de simples cordes et leviers? L'explication conventionnelle évoque des barges de bois naviguant sur le Nil.
Mais même ainsi, l'opération demeure vertigineuse. Les granites, denses et fragiles à la fois, ne pardonnent aucune erreur. Un seul choc, une fissure, et le bloc devenait inutilisable. Pourtant, ces pierres sont là, intactes, posées avec une assurance silencieuse. Les murs internes de certaines pyramides et temples révèlent une précision qui semble anachronique. Des joints de pierre si serrés qu'on peine à y glisser une lame de couteau. Dans la pyramide de Képhren, les blocs sont taillés à angles multiples, ajustés comme des pièces d'un puzzle tridimensionnel. Une telle complexité semble dépasser la simple nécessité de bâtir un monument funéraire. C'est comme si l'intention des bâtisseurs n'était pas seulement de construire, mais de démontrer une maîtrise presque absolue de la pierre. Les pierres impossibles deviennent alors des messages. Elles témoignent d'un savoir que nous ne possédons plus. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on observe les traces d'outils. Certains blocs de granit portent des marques qui ressemblent à celles laissées par des machines modernes de découpe. Les chercheurs parlent de scies de cuivre incrustées de canaux de sable abrasif, de patience infinie et de milliers d'ouvriers. Pourtant, la régularité des rainures, leur profondeur constante, évoquent des instruments bien plus avancés. Si ces monuments ne venaient pas des Égyptiens, alors ces marques pourraient être la signature d'une technologie oubliée, d'outils que le temps n'a pas préservés. On retrouve ailleurs dans le monde ces mêmes pierres impossibles. À Sacsayhuaman, au Pérou, d'énormes blocs polygonaux s'emboîtent avec une précision comparable. À Baalbek, au Liban, gisent donc des pierres cyclopéennes, certaines dépassant 1000 tonnes, dont la mise en place semble inconcevable. Ces parallèles nourrissent une question troublante. Et si une même tradition de bâtisseurs, aujourd'hui disparue, avait laissé des traces dans différentes régions du globe? Les pyramides d'Égypte ne seraient alors qu'un fragment de ce réseau de pierres impossibles, témoins dispersés d'un savoir planétaire oublié. Les pierres de Gizeh ne sont pas seulement immenses, elles sont aussi vibrantes. Des études acoustiques ont montré que certaines chambres résonnent d'une manière particulière, comme si elles avaient été conçues pour amplifier ou canaliser les sons. Le granit, riche en quartz, possède des propriétés piézoélectriques. Il peut transformer une pression mécanique en énergie électrique. Était-ce une simple coïncidence, ou bien les bâtisseurs connaissaient-ils ces caractéristiques et les utilisaient-ils pour des raisons que nous ne comprenons plus? Les pierres impossibles, dans ce cas, seraient bien plus que des matériaux. Elles seraient des instruments, façonnés avec une intention qui dépasse la simple architecture. Les pierres impossibles portant aussi la marque du temps, mais d'un temps plus vaste que celui des dynasties pharaoniques. Certaines montrent des traces d'érosion qui ne s'expliquent pas uniquement par le vent ou le sable. Elles semblent avoir affronté la pluie, l'eau, des conditions climatiques absentes d'Égypte depuis des millénaires. Cela alimente l'idée que leur origine pourrait remonter à une époque où le Sahara n'était pas encore un désert, mais une terre fertile traversée par des rivières. Dans ce cadre, les pierres deviennent des témoins géologiques autant qu'architecturaux, inscrivant dans leur usure la mémoire d'un monde plus ancien que l'Égypte elle-même. L'impossible n'était pas seulement dans le poids ou la taille, mais dans la cohérence de l'ensemble. Comment expliquer que des millions de blocs, extraits, taillés, transportés et assemblés, aient pu former un monument dont les dimensions respectent des proportions mathématiques précises? La Grande Pyramide, par exemple, semble codée avec des constantes universelles. Le rapport de sa circonférence à sa hauteur évoque la valeur de pi, et son orientation vers les points cardinaux atteint une exactitude qui dépasse les capacités d'une civilisation supposée archaïque. Les pierres impossibles racontent une histoire géométrique, une connaissance du monde que l'on ne s'attend pas à trouver au seuil de l'Antiquité. Peut-être que ces pierres étaient destinées à défier le temps, à porter un message au-delà des siècles. Elles semblent conçues pour durer, pour résister aux invasions, aux catastrophes naturelles, aux changements de climat. Là où les papyrus se sont désintégrés, où les fresques se sont effacées, les blocs demeurent. Ils sont les pages indestructibles d'un livre que nous ne savons pas lire. Et si les Égyptiens n'en étaient pas les auteurs, alors ils en auraient mais seulement hérité, comme des lecteurs fascinés par une langue qui leur échappait en partie. Le silence des pierres impossibles est peut-être la clé. Elle n'explique en rien, elle ne justifie en rien. Elle se contente d'exister, défiant nos récits et nos certitudes. Leur impossibilité n'est pas seulement technique, elle est philosophique. Elle nous force à admettre que ce que nous croyons impossible ne l'est peut-être pas. Elles ouvrent un espace où l'imagination et la science se croisent, où l'histoire cesse d'être une ligne claire pour devenir un labyrinthe de possibilités.
Dans ce labyrinthe, les pierres impossibles se dressent comme des jalons. Elles nous rappellent que d'autres mains, d'autres esprits, ont peut-être exploré des chemins de savoir que nous avons perdus, et que peut-être l'humanité n'est pas la première à avoir cherché à se mesurer à l'éternité. Si les pyramides ne venaient pas des Égyptiens, alors elles seraient le vestige d'un héritage plus ancien, un legs d'une civilisation dont le nom a disparu, avalé par les millénaires. Le plateau de Gizeh, dans ce cas, ne serait pas seulement une nécropole royale, il deviendrait la bibliothèque silencieuse d'un savoir oublié, confié aux pierres parce que les pierres seules peuvent survivre à l'effacement des siècles. L'Égypte pharaonique aurait trouvé ce legs déjà là, énigmatique, et l'aurait adopté comme on s'approprie des ruines mystérieuses. Le prestige des pharaons n'aurait pas été de bâtir, mais de conserver, d'habiter un monument qui n'était pas le leur. L'idée d'un héritage plus ancien n'est pas nouvelle. Depuis longtemps, les mythes de nombreuses cultures évoquent des civilisations antérieures, englouties par des cataclysmes, détruites par le temps. Les Égyptiens eux-mêmes parlaient des Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, êtres semi-divins qui auraient régné sur la vallée du Nil avant les dynasties humaines. Dans leur chronologie mythique, ces règnes s'étendaient sur des milliers d'années, bien au-delà de ce que l'on considère comme historiquement possible. Ces récits ont été relégués au rang de légende. Mais si les pyramides ne venaient pas des pharaons, peut-être sont-elles les ultimes témoins de ce règne oublié. Un héritage peut prendre de multiples formes. Ici, il est fait de pierre. Mais il est aussi codé dans l'orientation, les proportions, la géométrie. La Grande Pyramide n'est pas un monument au hasard. Ses proportions semblent contenir des constantes mathématiques universelles, comme si les bâtisseurs cherchaient à transmettre une connaissance intemporelle. Certains chercheurs y voient un code architectural, un langage destiné à traverser les âges. Si tel était le cas, alors les Égyptiens n'auraient pas inventé ce langage, mais en auraient hérité, devenant les gardiens d'un savoir dont ils ne comprenaient peut-être qu'une partie. Cet héritage plus ancien trouve aussi un écho ailleurs, loin de l'Égypte. À Göbekli Tepe, en Anatolie, des monuments mégalithiques datés de plus de 11 000 ans, définant la chronologie classique de la civilisation. On y trouve des piliers colossaux, sculptés de symboles et d'animaux, érigés à une époque où, selon l'histoire conventionnelle, l'humanité n'était encore composée que de chasseurs-cueilleurs. Là aussi, l'impossible prend forme. Et là aussi, des millénaires plus tard, ces monuments furent recouverts, oubliés, comme si une mémoire ancienne avait choisi de se dissimuler. En rapprochant ces sites, on peut imaginer qu'il existait un réseau de savoir, un fil invisible reliant différentes cultures à travers le temps. Les pyramides d'Égypte pourraient être une branche de ce même arbre, un héritage qui s'étend bien au-delà de la vallée du Nil. L'idée d'un héritage plus ancien soulève une autre question. Comment se transmet-il ? Les pierres survivent, mais qu'en est-il du savoir vivant, de la technique, de la mémoire des gestes ? Peut-être a-t-il été confié à des mythes, ces récits énigmatiques qui traversent les millénaires en se déformant. Les Égyptiens ont pu recevoir ce legs sous forme de traditions orales, de fragments de rituels, de symboles qu'ils ont réinterprétés à leur manière. Leurs hiéroglyphes, leurs rites funéraires, leur cosmogonie pourraient en être que la continuation, altérée, d'un langage plus ancien encore. Dans cette perspective, l'Égypte ne serait pas l'origine, mais la continuité d'une mémoire antédiluvienne. L'héritage plus ancien se lie aussi dans les étoiles. L'alignement des pyramides de Gizeh avec la ceinture d'Orion et l'étoile Sirius suggère une connaissance astronomique étonnante. Certains calculs montrent que cet alignement correspondrait de manière parfaite à une configuration céleste observée autour de 10 500 avant Jésus-Christ. JC, bien avant l'émergence de l'Égypte dynastique. Était-ce une simple coïncidence, ou bien une preuve que les bâtisseurs appartenant à une autre ère ont voulu inscrire leur œuvre dans le ciel comme un message adressé aux générations futures ? Si tel est le cas, alors les pharaons n'ont fait que récupérer ce message, en l'interprétant à travers leur propre système religieux. Un héritage oublié n'est pas toujours visible dans les pierres. Parfois, il se cache dans les vides, dans les absences. Les pyramides, malgré des siècles de fouilles, n'ont jamais livré de corps royaux. Les chambres funéraires sont vides, peut-être parce qu'elles n'étaient pas destinées à être des tombeaux, peut-être parce que leur fonction originelle appartenait à une autre logique, à un autre savoir. Si les Égyptiens les ont reprises, ils les ont adaptées à leur rituel funéraire, sans pour autant comprendre pleinement leur rôle premier.
Dans ce cas, les pyramides clairement ne se révélaient pas seulement en des monuments adoptés, mais des structures réinterprétées, comme un texte ancien traduit dans une langue qui n'en saisit pas toute la subtilité. L'idée d'un héritage antérieur trouve un reflet dans les grands mythes du monde. Le récit biblique du déluge, les traditions mésopotamiennes qui parlent d'une inondation universelle, les légendes hindoues des yugas, ces âges cycliques où l'humanité renaît après des destructions, tous convergent vers la notion qu'il existait une humanité avant nous, détruite puis oubliée. Les pyramides pourraient en être les survivantes de cette humanité-là. Leur grandeur, leur solidité, leur énigme seraient autant de preuves que les anciens savaient déjà ce que nous avons oublié. Si les Égyptiens n'étaient pas les bâtisseurs mais seulement les héritiers, cela changerait notre manière de voir le temps. L'histoire ne serait plus une ligne ascendante partant de la préhistoire vers la modernité, mais une série de cycles. Des civilisations naissent, atteignent un sommet, disparaissent et laissent derrière elles des fragments. L'Égypte aurait été la gardienne d'un fragment particulièrement éclatant, mais pas l'origine de ce savoir. Nous serions alors les descendants indirects d'un monde plus ancien, dont nous avons perdu presque toutes les traces, à l'exception de ces pyramides. Peut-être cet héritage plus ancien n'était-il pas seulement matériel. Peut-être portait-il aussi une vision du monde, une relation différente entre l'homme, la nature et le cosmos. Les pierres, les proportions, les alignements célestes, tout cela semble traduire une pensée intégrée, où la construction est aussi un acte sacré, un dialogue avec l'univers. Si ce savoir venait d'une civilisation antérieure, alors il témoigne d'une sagesse que nous avons perdue en chemin, remplacée par une science fragmentée, spécialisée mais déconnectée de cette unité originelle. Les pyramides seraient sans alors les vestiges d'un langage universel, une grammaire de pierre adressée à tous les âges. Dans ce regard, les pharaons sont presque secondaires. Leur gloire serait celle des héritiers qui s'approprient une couronne trouvée dans le sable. Ils ont entouré ces monuments de temples, de statues, de hiéroglyphes, mais l'essence même des pyramides leur échappait. Ils ont réinterprété un legs ancien pour en faire un symbole de leur pouvoir. Mais derrière ce vernis pharaonique, les pierres continuent de parler une langue plus profonde, plus ancienne, une langue que nous commençons à peine à pressentir. Cet héritage plus ancien nous met face à une vérité dérangeante. L'humanité pourrait avoir oublié son propre passé. Et si les pyramides sont la trace de ce passé, alors elles ne sont pas seulement des monuments, elles sont des mémoires. Des mémoires que nous ne savons plus lire, mais qui continuent de nous défier, immobiles au milieu du désert. Elles ne sont pas seulement l'histoire de l'Égypte, elles sont l'histoire d'un monde avant l'histoire. Les pyramides ne parlent pas avec des mots. Elles s'expriment en silence par la pierre, par l'ombre qu'elles projettent, par l'écho de leurs couloirs. Et si elles n'avaient pas été construites par les Égyptiens, alors peut-être que la langue des bâtisseurs n'était pas le hiéroglyphe, mais un autre langage, plus ancien, oublié depuis longtemps. Une langue inscrite dans les proportions, dans les alignements, dans l'agencement des masses. Un langage codé que nous ne savons plus déchiffrer. Les civilisations humaines transmettent de toujours leur savoir par l'écriture. Les tablettes sumériennes, les papyrus égyptiens, les inscriptions grecques et romaines, tous ces supports fragiles tentent de fixer une mémoire. Mais le papier se brûle, l'argile se brise, la fresque s'efface, seule la pierre résiste. Et si les bâtisseurs des pyramides appartenaient à un monde antérieur, peut-être savaient-ils déjà que toute langue disparaît, sauf celle gravée dans les mathématiques et dans la matière. Leurs monuments seraient alors des phrases immenses, composées non de mots mais de blocs, non de signes mais de volumes. La Grande Pyramide est souvent décrite comme une énigme mathématique. Ses proportions semblent traduire des constantes universelles. Le rapport entre sa hauteur et la base rappelle la valeur de pi, et certains y lisent même l'ombre du nombre d'or. Elle était orientée avec une précision extrême vers les points cardinaux, comme si les bâtisseurs parlaient en langage cosmique, reliant la Terre au ciel. Cette rigueur n'est pas le fruit du hasard. Elle est un discours, mais un discours sans alphabet connu. Peut-être une tentative de communication avec l'avenir, une phrase adressée à des lecteurs qui ne seraient pas leurs contemporains. Si cette hypothèse est juste, alors les pharaons n'étaient pas les auteurs de cette langue, mais ces lecteurs maladroits. Ils auraient hérité de monuments codés sans posséder la clé de lecture. Leur choix d'en faire des tombeaux ou des temples funéraires pourrait être une interprétation secondaire, une manière de donner sens à ce qu'ils ne comprenaient point pas, comme un enfant trouvant un livre dans une langue inconnue et y voyant une relique sacrée. Dans ce cas, la langue des bâtisseurs n'était pas perdue pour eux, elle ne leur avait jamais été donnée. Des indices de cette langue oubliée apparaissent dans les détails.
Les chambres internes, par exemple, ne sont pas disposées au hasard. Leur orientation, leur dimension, leur résonance acoustique semblent suivre une logique précise, comme si elles formaient un schéma codé. Des chercheurs modernes ont observé que certains couloirs résonnent à des fréquences particulières, comme des instruments. Était-ce une simple coïncidence ou une intention délibérée ? Peut-être que la langue des bâtisseurs n'était pas seulement visuelle ou géométrique, mais aussi sonore, vibratoire, inscrite dans la matière même de la pierre. Cette idée résonne avec d'autres traditions anciennes. Dans les Védas de l'Inde, le monde est créé par le son primordial, le Om, une vibration qui engendre la matière. Les Grecs, plus tard, parleront de la musique des sphères, une harmonie cosmique que seules des oreilles initiées pourraient apercevoir. Et si les bâtisseurs des pyramides, bien avant ces textes, parlaient déjà ce langage des fréquences et des proportions. Si leurs monuments étaient des partitions de pierre, conçues pour résonner avec le ciel et la terre, la langue perdue des bâtisseurs pourrait aussi se cacher dans les étoiles. L'alignement des pyramides avec Orion et Sirius suggère un dialogue avec le cosmos. Leurs proportions évoquent peut-être des cycles astronomiques, des durées immenses gravées dans la pierre pour survivre aux générations. Là où nous écrivons des calendriers sur du papier, eux auraient abattu des horloges cosmiques en blocs de granit. Une langue qui transcende les siècles, lisible seulement par ceux qui observent le ciel avec patience. Ce langage de pierre dépasse la simple architecture. Il ne décrit pas seulement des lieux, il exprime des idées. Une pyramide n'est pas qu'un monument. Elle est un symbole tridimensionnel, un idéogramme gigantesque. Son sommet pointe vers le ciel, sa base s'enracine dans la terre. Elle unit le bas et le haut, le matériel et le spirituel. Elle exprime en silence l'idée d'un axe reliant l'homme à l'univers. Les bâtisseurs, en l'adressant, n'écrivaient pas une histoire, ils écrivaient une cosmologie. Mais cette langue s'est perdue. Le désert a avalé les contextes, les récits, les gestes. Ce qui reste, ce sont des formes, des proportions, des masses. Sans nous essayons de les traduire avec nos outils modernes, nos équations, nos modèles informatiques. Mais peut-être que cette langue n'était pas faite pour être traduite. Peut-être qu'elle n'était pas adressée à l'intellect seul, mais à l'intuition, à une perception globale du monde. Une langue qui se vit plutôt qu'elle ne se lit, une langue qui résonne dans le corps autant que dans l'esprit. Si les pyramides sont bien l'héritage d'un peuple oublié, alors ce peuple avait choisi de s'adresser au futur. Ils savaient en tête que leurs mots s'effaceraient, que leurs chants disparaîtraient, que leurs noms s'éteindraient. Mais ils savaient aussi que les pierres dureraient. Alors, ils ont confié leur message à la matière, sculpté leur mémoire dans l'indestructible. Et ce message est encore là, devant nous, massif et silencieux. Nous le contemplons, mais nous ne le comprenons pas. Nous cherchons des tombeaux, des trésors, des rois, quand peut-être il s'agit d'une phrase qui dit « Nous avons été, vous serez ». La langue perdue des bâtisseurs est une invitation. Elle nous rappelle que le savoir n'est pas linéaire, qu'il peut se perdre, qu'il peut disparaître dans les sables du temps. Elle nous oblige à accepter que des civilisations entières ont pu parler des langues que nous ne connaissons plus, non pas seulement des langues de mots, mais des langues de forme, de proportion, de résonance. Une grammaire qui unissait science, art et spiritualité en un seul discours. Et peut-être, au fond, cette langue n'est pas totalement perdue. Peut-être qu'elle sommeille en nous, dans cette fascination silencieuse que nous ressentons devant les pyramides. Dans cette impression étrange, face à leur masse immobile, qu'elles veulent dire quelque chose que nous ne parvenons pas à saisir. Comme si notre mémoire collective reconnaissait un écho venu d'un âge oublié. Comme si les bâtisseurs avaient écrit pour nous, et que nous étions les lecteurs tardifs d'une phrase vieille de millénaires. Lorsque la nuit tombe sur le plateau de Gizeh, les pyramides cessent d'être des montagnes de pierre. Elles deviennent des reflets, des miroirs inversés des constellations. Leurs lignes droites, leurs sommets immobiles, semblent chercher un dialogue silencieux avec le ciel. Si elles n'avaient pas été construites par les Égyptiens, mais héritées d'un peuple plus ancien, alors ce peuple avait peut-être choisi les étoiles comme véritable plan d'architecte. Le désert, vaste et immuable, aurait été la page blanche. Le ciel nocturne, changeant mais cyclique, aurait été le modèle. Depuis toujours, l'humanité a levé les yeux vers les étoiles pour y chercher des repères. Les marins y trouvaient leur route, les prêtres y lisaient des signes, les sages y voyaient une écriture divine. Mais dans le cas des pyramides, ce rapport devient concret, gravé dans la pierre. L'alignement des 3 pyramides principales, avec la ceinture d'Orion, a frappé plus d'un chercheur.
Leur disposition, légèrement décalée, semble reproduire fidèlement les 3 étoiles d'Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Cet alignement n'est pas une simple coïncidence, il exige une observation attentive du ciel, une capacité à projeter cette géométrie céleste sur le sol et une volonté de la figer dans la matière. Orion n'est pas une constellation anodine. Dans de nombreuses cultures, elle est associée aux chasseurs, aux guerriers, à une figure mythique qui traverse les âges. En Égypte, elle était reliée à Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance, maître du cycle éternel. Que ce soit par les Égyptiens ou par un peuple antérieur, choisir Orion comme modèle n'était pas neutre. Cela signifiait inscrire la construction dans le langage du cycle cosmique, dans l'idée que la mort n'est qu'un passage vers une autre forme de vie. Mais l'énigme s'approfondit lorsque l'on calcule l'époque exacte à laquelle l'alignement entre les pyramides et Orion est parfait. Selon certains chercheurs, la correspondance est optimale, non pas à l'époque des pharaons, mais autour de 10 500 avant notre ère. Gigarsé, à une période où, officiellement, aucune civilisation capable d'un tel projet n'existait. Si cela est vrai, alors les pyramides sont peut-être le reflet d'un ciel disparu, celui d'un âge oublié, celui d'une humanité dont nous n'avons gardé aucun souvenir. Les étoiles seraient alors non seulement un plan d'architecte, mais aussi une horloge. Elles marqueraient la date véritable de l'origine des pyramides, un millénaire effacé de nos chronologies. Les couloirs internes renforcent ce lien céleste. Certains passages de la Grande Pyramide sont orientés de manière à pointer vers des étoiles précises. L'un d'eux aurait visé Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel associée à la déesse Isis. Un autre aurait été orienté vers Orion. Ces choix ne semblent pas dus au hasard. Ils traduisent une volonté de relier l'intérieur des pyramides au cosmos, comme si ces monuments n'étaient pas seulement des structures terrestres, mais des instruments conçus pour capter et canaliser la lumière des astres. Ce rapport entre pierre et ciel dépasse la simple symbolique. Il exprime une connaissance profonde du mouvement des étoiles, de la précession des équinoxes, de ces cycles cosmiques qui s'étendent sur des milliers d'années. Connaître ces cycles, c'est entrer dans une temporalité qui dépasse l'échelle humaine. C'est penser le temps non en dynastie ou en génération, mais en ères astronomiques. Si les bâtisseurs des pyramides avaient cette connaissance, alors ils parlaient en un langage universel, celui des étoiles, qui reste le même pour tous les peuples, à toutes les époques. Dans d'autres régions du monde, on retrouve la même logique. Les temples mayas, les cercles de pierre européens, les observatoires de l'Inde ancienne, tous semblent orientés vers des constellations, des solstices, des équinoxes, comme si, avant même que les cultures ne se différencient, il existait une tradition universelle, construire en dialogue avec le ciel. Les pyramides d'Égypte s'inscrivent dans ce courant, mais avec une ambition démesurée. Elles ne se contentent pas de marquer les saisons ou de suivre le soleil. Elles figent une constellation entière et peut-être même une date précise dans des millions de tonnes de pierre. Il est possible que les étoiles aient été utilisées comme un langage à double sens. Pour les initiés, elles donnaient d'eau la clé du monument. Pour les générations futures, elles offraient une mémoire indestructible. Là où des textes pouvaient en disparaître, le ciel, lui, resterait toujours accessible. Tant qu'il y aurait des hommes pour lever les yeux, ils pourraient comparer le ciel et les pyramides, et y lire un message ancien. Peut-être que ce message n'était pas destiné aux Égyptiens, mais à nous ou à d'autres encore plus lointains. Ce choix des étoiles comme plan d'architecte pourrait aussi révéler une vision spirituelle particulière. Dans cette logique, l'âme humaine, à la mort, ne disparaît pas. Elle suit une trajectoire, un voyage cosmique guidé par les constellations. Les pyramides, avec leurs couloirs orientés, leurs chambres alignées, seraient en des portes vers ce voyage, des cartes stellaires gravées dans la pierre. Elles ne seraient pas de simples tombeaux, mais des machines spirituelles, conçues pour accompagner l'âme vers Orion et Sirius, vers Osiris et Isis, vers l'éternité. Si cette hypothèse est juste, alors les Égyptiens eux-mêmes n'ont peut-être fait que reprendre un système déjà en place. Ils ont inscrit leurs dieux et leurs mythes dans une structure préexistante adaptée à leur vision religieuse. Mais la structure, elle, pouvait venir d'ailleurs d'un peuple disparu qui, bien avant l'Ancien Empire, avait conçu ces monuments comme des ponts entre la terre et le ciel. Cette idée d'une mémoire stellaire trouve un écho dans les mythes de nombreuses cultures. Les Dogons du Mali, par exemple, parlent depuis des siècles d'une connaissance ancienne de Sirius, bien avant que l'astronomie moderne ne découvre que cette étoile possède une compagne invisible à l'œil nu. D'où tenait ce peuple isolé un tel savoir?
Certains y voient néanmoins le souvenir d'un contact ancien, peut-être avec la même source de connaissances qui aurait inspiré les bâtisseurs des pyramides. Dans cette perspective, le ciel n'était pas seulement contemplé. Il était compris, étudié, utilisé comme un livre ouvert. Les étoiles comme plan d'architecte nous rappellent que le ciel est la seule constante véritable de l'humanité. Les empires s'effondrent, les langues meurent, les cultures disparaissent, mais les constellations reviennent toujours, fidèles, au fil des saisons et des millénaires. Inscrire un monument dans ce langage, c'est le placer hors du temps humain. C'est le rendre lisible à travers toutes les ères. Peut-être était-ce le but ultime des bâtisseurs, que leur œuvre demeure lisible, non par des mots fragiles, mais par la carte éternelle du ciel. Ainsi, les pyramides deviennent des miroirs du cosmos. Elles ne sont pas seulement posées sur la terre, elles prolongent le ciel dans la pierre. Et si elles n'étaient pas égyptiennes, alors elles sont les héritières d'une mémoire plus vaste, celle d'un peuple qui avait choisi de confier son message non pas à des chroniques ou à des fresques, mais aux étoiles elles-mêmes. Depuis que Platon évoqua l'Atlantide dans ses dialogues, ce nom flotte comme une ombre dans l'imaginaire humain. Une cité fabuleuse, engloutie par les flots, héritière d'un savoir que les siècles auraient effacé. Pour beaucoup, ce n'est qu'un mythe philosophique, une parabole inventée pour parler de l'orgueil des hommes. Mais si les pyramides d'Égypte n'avaient pas été construites par les Égyptiens, alors l'hypothèse se glisse naturellement. Et si elles étaient le dernier reflet d'Atlantide, ou du moins d'une civilisation semblable, disparue bien avant l'aube connue de l'histoire? Platon situait l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique. Il la décrivait comme une puissance avancée, dotée d'architecture imposante, de connaissances scientifiques remarquables, mais détruite en une seule nuit et un seul jour par un cataclysme. Les sceptiques rappellent qu'aucune preuve directe ne confirme son existence. Pourtant, à travers le monde, de nombreux mythes parlent de terres englouties, de civilisations détruites par l'eau, de mondes perdus. Cette récurrence soulève une question troublante. Et si le mythe recouvrait un souvenir? Les pyramides, marquées par leur grandeur et leur énigme, semblent correspondre à cette idée d'un héritage perdu. Si elles venaient d'Atlantide, elles ne seraient pas des tombeaux, mais des archives de pierre, conçues pour survivre à la destruction. Car les bâtisseurs, conscients de leur fin, auraient en cherché à laisser un message à ceux qui viendraient après eux. Le sable du désert aurait ainsi servi de refuge à ce qui ne pouvait être sauvé de la mer. Cette hypothèse trouve un écho dans certains détails troublants. La date de 10 500 avant Jésus-Christ. J-C, parfois avancé pour l'alignement astronomique des pyramides, correspond à la fin du dernier maximum glaciaire, une période où de vastes inondations et bouleversements climatiques marquèrent la Terre. Les océans montèrent, engloutissant des côtes entières. Des plaines fertiles disparurent de sous les eaux. C'est précisément l'époque où Platon situait la disparition d'Atlantide. Si les pyramides datent de cette ère, alors elles seraient un temps les témoins silencieux de ce basculement, bâti par un peuple qui savait sa fin proche. L'ombre d'Atlantide se dessine aussi dans les parallèles entre les cultures anciennes. En Égypte, en Mésoamérique, en Mésopotamie, on retrouve les mêmes thèmes. Des dieux ou des sages venus d'ailleurs, porteurs de savoir, fondateurs de civilisations. Quetzalcoatl chez les Mayas, Oannes chez les Sumériens, Osiris chez les Égyptiens. Ces figures apparaissent toujours après un cataclysme, comme des survivants d'un monde antérieur venus transmettre ce qu'ils pouvaient sauver. Si les pyramides sont un legs de ces survivants, alors elles ne sont pas seulement des monuments, elles sont des mémoires condensées, des fragments de l'Atlantide transplantés dans le désert. Les textes de Platon insistent sur l'organisation concentrique de la cité atlante avec des cercles de terre et d'eau alternés. Certains voient dans ce schéma une correspondance avec des vestiges géologiques découverts en Mauritanie, dans la structure de Richa, immense formation circulaire au cœur du Sahara. Bien que d'origine naturelle, elle alimente l'imaginaire d'une Atlantide africaine. Si l'on accepte l'idée que l'Atlantide ait pu se situer non pas dans l'Atlantique, mais dans les régions sahariennes aujourd'hui désertiques, alors le lien avec l'Égypte devient plus direct. Le Sahara, jadis fertile, aurait pu abriter cette civilisation avant qu'elle ne disparaisse sous la sécheresse progressive. Les pyramides, dans ce cas, ne seraient pas des importations, mais les ultimes survivances d'un peuple saharien oublié. Cette hypothèse s'appuie aussi sur des découvertes archéologiques récentes. Sous le sable du Sahara, des images satellites ont révélé les traces d'anciens fleuves, de lacs immenses, d'oasis prospères, un monde perdu, recouvert par la poussière du désert. Les bâtisseurs d'Atlantide, ou leurs héritiers,
auraient pu migrer vers la vallée du Nil, cherchant un refuge au bord du fleuve et y ériger ces monuments pour préserver la mémoire de leur grandeur passée. Le Nil alors n'aurait pas été le berceau d'une civilisation, mais le sanctuaire choisi pour perpétuer une mémoire antérieure. Si les pyramides portent l'ombre d'Atlantide, elles témoignent aussi d'une intention universelle, transmettre au-delà de la catastrophe. Car ce que disent les mythes d'engloutissement, ce n'est pas seulement la destruction, mais aussi la survie. Toujours est qu'il y a des rescapés, des sages, des guides. Toujours, il y a un passage du savoir à une humanité nouvelle. Les pyramides, dans ce cadre, deviennent des phares de pierre, posés pour éclairer ceux qui viendraient après le désastre. L'idée dérange car elle remet en cause notre vision linéaire du progrès. Nous croyons que l'histoire humaine est une ascension continue, de la caverne à la fusée. Mais si les pyramides sont l'ombre d'Atlantide, alors elles prouvent qu'il y a eu des cycles, que d'autres avant nous ont atteint des sommets puis se sont effondrés, et que nous ne faisons peut-être que marcher sur leurs ruines en croyant être les premiers. Atlantide ou non, les pyramides incarnent l'idée d'une mémoire qui échappe au temps. Elles ne racontent rien directement, elles ne montrent pas d'images, elles ne portent pas de textes explicites. Leur langage est celui de la forme, de la proportion, de l'orientation. Un langage universel fait pour être compris par quiconque possède des yeux pour voir les étoiles, des mains pour mesurer les angles, un esprit pour contempler les cycles. Ce langage pourrait être celui qu'Atlantide aurait voulu préserver. Une langue qui ne se traduit pas, mais qui se contemple. Platon écrivait que l'Atlantide avait disparu en une seule nuit. Si cela est vrai, alors la brutalité de la catastrophe explique peut-être pourquoi si peu de choses nous sont parvenues. Les pierres des pyramides, indestructibles, auraient tant survécu là où les cités, les ports, les palais ont sombré. Et les Égyptiens, arrivant des millénaires plus tard, auraient retrouvé ces monuments déjà anciens, déjà auréolés d'une aura sacrée. Ils les auraient intégrés dans leur culture, attribués à leurs rois, inscrits dans leurs mythes. Mais derrière cette appropriation se cache l'ombre plus vaste, celle d'un monde antérieur dont nous avons tout oublié. Aujourd'hui encore, l'ombre d'Atlantide plane sur les pyramides, non comme une certitude mais comme un écho. Chaque fois que nous les contemplons, une question s'élève, discrète mais persistante. Et si ces pierres n'étaient pas seulement des pierres, mais des survivantes d'un autre âge ? Une mémoire engloutie qui, par miracle, aurait échappé à l'oubli. Lorsque l'on contemple le Sahara aujourd'hui, on y voit une mer minérale, figée, stérile. Mais ce désert immense n'a pas toujours été ce qu'il est. Les géologues et les climatologues ont montré que par cycle, le Sahara a connu des âges verdoyants. Des plaines couvertes d'herbes, des rivières serpentant dans des vallées fertiles, des lacs d'eau douce où abondaient en poissons et crocodiles. À l'époque où les premières pyramides auraient pu être dressées, ces terres n'étaient que peut-être pas désertiques, mais peuplées d'hommes, d'animaux et de cultures dont il ne reste presque rien. Si les pyramides ne venaient encore pas des Égyptiens, elles pourraient en être les dernières survivances de ces civilisations fantômes du Sahara, effacées par la lente avancée du sable. Dans certaines régions sahariennes, les archéologues ont découvert des gravures rupestres datées de plusieurs milliers d'années avant l'ancien empire égyptien. Elles montrent des troupeaux de bovins, des girafes, des hippopotames, des scènes de vie d'un monde où l'eau était abondante. Ces images sont la mémoire fragile d'une époque où le Sahara n'était pas un désert, mais un jardin. Elles suggèrent que des sociétés organisées, capables de domestiquer les animaux, d'élaborer des rituels et peut-être même des structures complexes, y vivaient. Ces sociétés auraient pu disparaître sous la pression du climat, laissant derrière elles des traces ténues, effacées par les millénaires. La migration vers le Nil fut sans doute une conséquence directe de cet assèchement progressif. Lorsque les pluies se raréfièrent, les populations du Sahara cherchèrent un refuge près du grand fleuve. Là, elles apportèrent leurs traditions, leurs savoirs, leurs mythes. Et si parmi elles se trouvaient les héritiers de bâtisseurs plus anciens, ils auraient pu transmettre un fragment de leur science en érigeant les premières pyramides. Dans ce cas, l'Égypte ne serait pas un commencement, mais une continuité, la prolongation sur les rives du Nil d'une culture née dans un Sahara verdoyant depuis longtemps oublié. Les civilisations fantômes du Sahara sont encore visibles depuis le ciel. Les images satellites révèlent des lacs de rivières fossiles, immenses désormais recouverts de dunes. Des traces de lacs gigantesques, comme le lac Méga-Tchad, qui recouvrait autrefois une surface équivalente à plusieurs pays européens. Ces vestiges géographiques témoignent d'un monde englouti,
non par la mer comme l'Atlantide, mais par le désert. Et peut-être que ce monde avait, lui aussi, ses cités, ses sanctuaires, ses monuments. Le sable les a recouverts, les a ensevelis, les a transformés en fantômes invisibles. Dans certaines zones du Sahara central, des sites mégalithiques ont été découverts. Alignements de pierres, cercles mystérieux, monuments dont la fonction demeure inconnue. Certains archéologues y voient des observatoires rudimentaires, des marqueurs astronomiques comparables à Stonehenge. Ces constructions précèdent l'âge pharaonique et révèlent que des sociétés organisées, sensibles au rythme du ciel, vivant dans ces régions. Si elles furent incapables d'ériger ces structures, pourquoi ne pas imaginer qu'elles aient également conçu des projets plus ambitieux dont les pyramides seraient l'héritage ultime? Le désert, comme toujours, garde son secret. Chaque tempête de sable déplace des dunes, recouvre des sites, en découvre d'autres. Ce mouvement incessant est à la fois destruction et révélation. Il est possible que sous nos pieds, sous des kilomètres de sable, dorment encore les vestiges d'une cité disparue, d'une mémoire oubliée. Si un jour elle émerge, peut-être expliquera-t-elle les origines des pyramides mieux que toutes nos théories actuelles. Mais pour l'instant, elle reste silencieuse, fantomatique. Les mythes, eux, persistent. Dans plusieurs traditions africaines, on retrouve l'idée d'anciens royaumes engloutis par le désert, des récits qui parlent de terres fertiles devenues stériles, de peuples contraints de fuir, d'un savoir qui s'est perdu. Ces histoires, transmises oralement, se mêlent aux chants, aux contes, aux généalogies. Elles pourraient en être des souvenirs déformés de ces civilisations fantômes. Dans ce cas, les pyramides, si elles appartiennent à cette mémoire, seraient le seul témoignage matériel d'un monde dont il ne reste presque rien. L'hypothèse d'un Sahara autrefois prospère modifie profondément notre perception de l'Afrique ancienne. Trop longtemps, l'histoire a été racontée comme si la civilisation s'était levée uniquement dans les vallées fertiles du Nil ou du Tigre et de l'Euphrate. Mais le Sahara, avant de devenir désert, a pu être un autre berceau. Les cultures sans qui y naquirent ne laissèrent pas de textes ni de fresques durables. Elles laissèrent des pierres, des gravures, des symboles, et peut-être une architecture gigantesque confiée au Nil lorsque les sables avancèrent. Il est troublant d'imaginer que les pyramides pourraient en être des héritières de ce monde disparu. Elles seraient alors les fantômes du Sahara matérialisés dans la pierre, l'expression ultime d'une culture qui refusa de disparaître totalement. Chaque bloc deviendrait un fragment de mémoire, chaque alignement un rappel d'un ciel contemplé jadis depuis un désert fertile. Si ces civilisations fantômes ont réellement existé, elles nous rappellent que l'histoire de l'humanité est plus fragile qu'on ne le croit. Le climat, plus que les guerres ou les empires, décide du sort des peuples. Une terre verdoyante peut devenir un désert. Une cité prospère peut s'effacer en quelques générations. Et ce qui reste, ce sont des ruines, des pierres, des traces dans le sable. Les pyramides, dans ce contexte, sont des survivantes. Non pas des créations isolées, mais les ultimes vestiges d'un réseau plus vaste, effacé par le souffle chaud du désert. La notion de civilisation fantôme n'est pas propre au Sahara. On la retrouve dans d'autres régions du monde, où des paysages hostiles cachent encore des passés insoupçonnés. Mais le Sahara, par son immensité, est le plus grand tombeau silencieux. Chaque dune pourrait recouvrir un fragment de mémoire. Chaque oasis pourrait cacher l'ombre d'une ville. Ce que nous appelons vide est peut-être plein, mais plein d'une histoire que nous n'avons pas encore réveillée. Les pyramides, elles, se dressent à la lisière de ce désert, comme si elles étaient les gardiennes d'un seuil, posées là pour rappeler ce qui a été perdu. Elles ne sont pas tournées vers le Nil seulement, mais vers l'horizon du Sahara, comme pour dialoguer avec un monde disparu. Peut-être que leurs bâtisseurs venaient point de là, des terres verdoyantes désormais englouties par le sable. Peut-être que leur langage, leur science, leur savoir, tout cela s'est effacé avec le climat. Ne reste autre que ces masses de pierres, défiant le temps, portées comme une voix survivante des civilisations fantômes. Depuis la nuit des temps, les peuples ont enveloppé leurs monuments d'histoire. Là où les faits se perdent, les mythes s'élèvent. Ils survivent en mieux que les archives, mieux que les chroniques, mieux que les calculs des savants. Les pyramides, elles aussi, ont été absorbées dans ce tissu de récits. Si elles n'étaient pas l'œuvre des Égyptiens, alors elles appartiennent d'abord à ce territoire incertain où les faits se dissolvent et où les mythes persistent, résonnant comme des échos plus puissants que toute certitude historique. Dans l'Antiquité, les voyageurs grecs qui découvrirent l'Égypte s'émerveillaient devant ces masses de pierres et demandaient qui les avait dressées. Les prêtres répondaient parfois par des légendes.
Il parlait en fait aux âges anciens de dieux venus du ciel, d'êtres semi-divins qui avaient enseigné aux hommes l'art de bâtir. Les Grecs rapportaient pendant ces récits, les transformaient, les mêlaient à leur propre tradition. Ainsi naquit l'idée que les pyramides n'étaient pas seulement des monuments, mais des héritages divins, des messages adressés aux hommes depuis un autre temps. Les mythes ont cette puissance. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils vivent dans la mémoire collective, portée par la voix et l'imaginaire. Un mythe peut traverser des siècles sans perdre sa force. Au contraire, il gagne en intensité, car chaque génération y projette ses propres questions. Les faits, eux, s'effritent. Les archives brûlent, les papyrus se désagrègent, les chiffres deviennent abstraits. Mais un mythe reste vivant. Devant les pyramides, ce sont les mythes qui résonnent en premier, bien avant les manuels d'histoire. Dans les traditions égyptiennes, les pyramides furent liées aux dieux Osiris et Isis, au cycle de mort et de renaissance. Elles devinrent des portails symboliques, des échelles vers le ciel, des lieux où l'âme pouvait se détacher du corps. Ces récits leur donnaient un sens spirituel, une dimension sacrée. Mais si les pyramides venaient d'un autre peuple, alors ces mythes ne seraient pas des inventions égyptiennes, ils seraient des traductions. Les Égyptiens auraient lu un monument mystérieux et l'auraient intégré à leur cosmogonie. Les mythes auraient servi de pont, d'interprétation, de voile posé sur une énigme qu'ils ne comprenaient pas totalement. Plus largement, les mythes d'inondation, de civilisations perdues, d'âges d'or engloutis, se retrouvent dans toutes les cultures. Le déluge de la Bible, l'Atlantide de Platon, les traditions sumériennes de Ziusudra, les légendes hindoues du Manu sauvé des eaux, toutes racontent la même histoire. Un monde ancien, détruit, remplacé par un monde nouveau. Les pyramides, immobiles dans le désert, résonnent avec ces récits. Elles semblent dire « oui, il y eut un avant, oui, quelque chose fut perdu ». Elles deviennent la preuve matérielle d'un mythe universel. Dans cette logique, les mythes ne sont pas des fables naïves. Ils sont des mémoires codées, des récits qui conservent sous forme poétique ce que l'histoire ne pouvait garder autrement. Quand une civilisation disparaît, ses faits disparaissent avec elle. Mais ces histoires survivent, transmises par ceux qui s'en souviennent encore. Ces histoires de change se transforment, mais gardent une structure, un noyau dur. Les pyramides, alors, peuvent être vues comme un aimant à mythes. Elles attirent autour d'elles tous les récits de mondes anciens, de dieux bâtisseurs, de sages venus d'ailleurs. Les mythes résonnent aussi dans le regard moderne. Depuis 2 siècles, archéologues, chercheurs indépendants, écrivains et poètes ont projeté sur les pyramides leurs propres récits. Pour certains, elles sont des tombeaux grandioses. Pour d'autres, des centrales d'énergie oubliées. Pour d'autres encore, des messages laissés par des voyageurs venus des étoiles. Ces interprétations, souvent rejetées par la science académique, n'en demeurent pas moins des mythes modernes. Elles traduisent notre propre besoin de donner un sens à ce qui nous dépasse. Et elles montrent que, malgré nos connaissances de technique, nous sommes toujours sensibles au pouvoir mythique des pyramides. Un fait archéologique peut être contredit, révisé, corrigé. Mais un mythe ne meurt jamais. Même lorsqu'il est démenti, il continue de vivre parce qu'il ne prétend pas être exact. Il prétend être vrai dans un autre registre. Les pyramides sont ainsi devenues le théâtre de cette tension permanente entre faits et mythes. Les savants tentent de mesurer, de dater, de classer. Les mythes, eux, continuent de chuchoter que ces monuments sont plus anciens, plus mystérieux, plus vastes que ce que les chiffres disent. Et dans l'imaginaire collectif, ce sont les mythes qui l'emportent. L'ombre d'Atlantide, les légendes du Sahara fertile, les récits des dieux rois, tout cela s'entrelace autour des pyramides. Peu importe que les preuves manquent, l'impression demeure. Ces monuments portent une vibration qui dépasse la logique. On peut expliquer comment ils furent construits, mais la question persiste. Pourquoi cette forme, pourquoi cette perfection, pourquoi cet alignement? Les mythes comblent ce vide avec des récits de sagesse perdue, de cataclysmes, de peuples disparus. Les mythes résonnent plus fort que les faits, car ils parlent à une partie de nous que les faits n'atteignent pas. Ils parlent à notre mémoire profonde, à ce besoin de croire que nous venons de plus loin que nous ne le pensons, que nous sommes les héritiers d'un monde plus vaste que l'histoire officielle. Les pyramides deviennent alors des catalyseurs d'imaginaire. Elles sont le lieu où se rejoignent les récits de tous les peuples, comme si elles avaient été conçues pour cela, être des miroirs des histoires humaines, capables d'accueillir toutes les interprétations. Il est possible que ce soit précisément leur rôle. Si les bâtisseurs venaient d'un âge oublié, ils savaient que leur mémoire disparaîtrait. Ils savaient que les faits se perdraient.
Alors ils ont bâti un monument qui ne pouvait être réduit à une seule explication. Un monument capable de survivre non seulement au temps, mais aussi à l'usure des récits. Ainsi, les pyramides sont devenues des foyers de mythes, des matrices à histoire. Chaque peuple, chaque époque peut y projeter son propre récit, et ainsi garder vivant le souvenir d'un passé plus ancien. Et dans ce cœur de récit, une vérité demeure. Les mythes, même imprécis, disent parfois davantage que les faits. Ils disent ce que nous ressentons devant ces pierres, une impression de mystère, d'ancienneté, de profondeur. Ils disent donc que nous ne savons pas tout, que l'histoire est sans fissurer, que l'humanité a perdu une part d'elle-même. Et tant que les pyramides seront là, immobiles sous le ciel, les mythes continueront de résonner, plus fort que toute certitude archéologique. Devant les pyramides, une question s'impose toujours. Comment ? Comment des blocs de plusieurs dizaines de tonnes ont-ils été extraits, transportés, ajustés avec une précision presque chirurgicale ? Comment des alignements astronomiques d'une telle exactitude ont-ils été atteints sans instruments modernes, sans boussole, sans acier, sans roues performantes ? Si les pyramides ne venaient en pas des Égyptiens, alors elles porteraient la trace d'un savoir-faire plus ancien, peut-être issu de technologies oubliées, perdues dans les sables du temps. La première de ces énigmes réside dans l'extraction. Les carrières de granit d'Assouan, à près de 900 km de Gizeh, recèlent encore aujourd'hui un obélisque inachevé. Pesant plus d'1 millier de tonnes, il gît fendu dans la roche, comme figé en plein chantier. Ce vestige montre à la fois l'ambition et l'inexplicable. Comment un tel bloc aurait-il pu être déplacé, alors que même nos machines modernes auraient du mal à l'ériger sans difficulté ? Les traces d'outils retrouvées sur la pierre ne correspondent pas toujours à l'image que l'on se fait d'outils rudimentaires de cuivre. Certaines rainures semblent régulières au point d'évoquer des instruments mécaniques, voire des scies d'une taille démesurée. Si ces marques ne sont pas le fruit du hasard, elles témoigneraient entre autres d'une maîtrise technique que l'on ne peut attribuer à une société du 3e millénaire avant notre ère. La seconde énigme concerne le transport. Les blocs de calcaire et de granit devaient être déplacés sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Les explications conventionnelles parlent de rondins, de traîneaux, de barges flottant sur le Nil. Mais déplacer et hisser des millions de blocs exige une organisation logistique presque industrielle. L'hypothèse de rampe monumentale a été avancée. Des kilomètres de terre et de bois pour tirer les blocs jusqu'au sommet. Mais aucune rampe de cette taille n'a jamais été retrouvée. De plus, une telle infrastructure aurait exigé plus de ressources encore que le monument lui-même. Si l'on admet que d'autres techniques furent utilisées, alors ces techniques se sont perdues. Elles relèvent de ce que l'on pourrait appeler des technologies oubliées. Certaines théories, plus audacieuses, suggèrent que les bâtisseurs connaissaient des méthodes de réduction de poids, de vibration, de levier sonore. Dans plusieurs traditions anciennes, le son est associé au pouvoir de déplacer la matière. Des légendes tibétaines racontent que les moines faisaient léviter des pierres grâce à des instruments sonores. Des récits arabes parlent de secrets anciens permettant de faire flotter les blocs. Ces histoires invérifiables révèlent qu'il y a néanmoins un imaginaire persistant, celui d'un savoir ancien capable de manipuler la pierre par des moyens autres que la force brute. Peut-être est-ce un souvenir transformé d'une technologie disparue dont il ne reste que la résonance mythique. Les technologies oubliées ne concernent pas seulement la construction. Elles apparaissent aussi dans la conception même des pyramides. La Grande Pyramide, par exemple, est orientée avec une précision de quelques minutes d'arc par rapport au nord véritable. Comment un tel exploit fut-il accompli sans instruments optiques modernes ? Certains pensent que les bâtisseurs observaient en les étoiles circumpolaires, d'autres qu'ils utilisaient des techniques géométriques sophistiquées. Mais derrière ces hypothèses demeure un doute. Et si les bâtisseurs possédaient des méthodes de mesure que nous avons perdues ? Des instruments simples mais d'une efficacité redoutable, oubliés depuis des millénaires, les propriétés acoustiques de certaines chambres soulèvent d'elles aussi des questions. Dans la chambre du roi, un son grave résonne avec une intensité étrange, comme si l'architecture avait été conçue pour amplifier certaines fréquences. Le granit, riche en quartz, possède des propriétés vibratoires qui pourraient avoir été exploitées. Était-ce un hasard ou bien le résultat d'une connaissance des matériaux et des sons que nous ne soupçonnons plus ? Si c'est le cas, alors les pyramides n'étaient pas seulement des monuments, mais des instruments géants, des machines conçues pour interagir avec l'environnement et peut-être avec le ciel. On retrouve ailleurs dans le monde des indices de ces technologies oubliées.
À Sacsayhuaman, au Pérou, d'immenses blocs polygonaux s'emboîtent avec une précision stupéfiante. À Baalbek, au Liban, gisent des pierres de plus de 1000 tonnes, laissées comme si les bâtisseurs avaient disparu avant de pouvoir les ériger. Ces parallèles montrent que l'énigme n'est pas limitée à l'Égypte. Elle suggère une tradition plus vaste, une maîtrise ancienne de la pierre et de la construction monumentale. Si cette tradition a disparu, elle laisse derrière elle un vide immense dans notre compréhension du passé. L'idée de technologie oubliée trouble notre conception du progrès. Nous pensons souvent que l'humanité avance par accumulation, que chaque génération ajoute au savoir de la précédente. Mais les pyramides et d'autres monuments suggèrent une autre logique, celle d'un savoir qui peut être perdu. Peut-être qu'une civilisation ancienne avait découvert des techniques ingénieuses, adaptées à ses besoins, et que ces techniques se sont effacées avec elles. Le feu, les invasions, les bouleversements climatiques ont pu réduire à néant une mémoire collective, ne laissant que des blocs de pierre comme traces muettes. Si les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, alors ils ont trouvé ces monuments déjà anciens, déjà porteurs d'un savoir qu'ils n'avaient pas. Ils ont pu en admirer la grandeur sans en comprendre les secrets. Ils ont pu les intégrer à leurs mythes sans savoir comment reproduire leurs techniques. Cela expliquerait pourquoi les pyramides de l'ancien empire demeurent inégalées, et pourquoi les générations suivantes, bien que riches et puissantes, n'ont jamais su les égaler. Les tentatives ultérieures de pyramides furent plus petites, plus fragiles, moins durables, comme si l'héritage technologique avait disparu avec les premiers bâtisseurs. Les technologies oubliées rappellent que l'humanité n'est pas toujours maître de son savoir. Ce que nous croyons acquis peut disparaître. L'oubli est aussi puissant que la mémoire. Les pyramides, immobiles dans le désert, en sont peut-être la preuve la plus frappante. Elles nous disent que que des mains humaines ont su autrefois ce que nous avons perdu, que des gestes, des outils, des savoirs circulaient autrefois, puis se sont dissous dans les sables du temps. Peut-être que ce savoir ne reviendra jamais, ou peut-être qu'il sommeille encore, caché dans des indices que nous n'avons pas su lire, dans les proportions, dans les vibrations, dans les alignements. Les pyramides ne livrent pas leurs secrets facilement. Elles exigent patience, silence, humilité. C'est comme si elles voulaient nous rappeler que le savoir n'est pas une ligne droite, mais un cycle, qu'il y eut d'autres âges, d'autres technologies, d'autres humanités, et que parfois il faut se pencher sur la pierre pour entendre l'écho de ce qui a été oublié. Le temps n'est pas une ligne simple, il s'écoule comme un fleuve, mais parfois il se divise, s'efface, se cache sous des méandres invisibles. Certaines traces semblent appartenir à des âges impossibles, comme si elles provenaient d'un passé plus ancien que l'histoire elle-même. Les pyramides, dans ce cadre, peuvent être vues comme le legs de voyageurs du temps profond. Non pas des voyageurs au sens moderne, machine et paradoxe, mais des peuples ayant vécu si loin dans le passé que leur mémoire en devient étrangère, inaccessible, presque irréelle. Nous parlons de temps profond lorsque nous évoquons des durées qui dépassent l'échelle humaine. Des millénaires s'y comptent comme des jours. Les géologues en ont fait leurs mesures, découvrant des ères où des continents entiers changeaient de forme. Mais le temps profond peut aussi être humain. L'archéologie révèle parfois des vestiges qui ne cadrent pas avec notre chronologie. Des outils taillés retrouvés dans des couches de sol beaucoup plus anciennes que prévu. Des constructions mégalithiques, comme à Göbekli Tepe, qui repoussent les frontières de la civilisation, connues de plusieurs milliers d'années. Ces anomalies ressemblent à des fenêtres entr'ouvertes sur un passé englouti, habité par des voyageurs du temps dont nous avons oublié les noms. Les pyramides pourraient en être un de ces messages laissés par des voyageurs du temps profond. Si elles ne furent pas l'œuvre des Égyptiens, alors elles témoignent d'une humanité plus ancienne, qui avait atteint un savoir étonnant puis avait disparu. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des dieux ni des extraterrestres. Ils étaient humains, mais issus d'un cycle oublié, d'une civilisation dont nous n'avons plus que l'écho. Ils ont traversé leur époque, affronté ces cataclysmes et ont voulu laisser une trace indestructible pour qu'un jour, d'autres puissent savoir qu'ils avaient existé. Le temps profond transforme tout en énigme. Lorsque nous regardons la Grande Pyramide, nous la voyons à travers le filtre de nos repères modernes, mesures, dates, dynasties. Mais pour les bâtisseurs originels, elle était peut-être inscrite dans une temporalité bien différente. Ils ne comptaient pas les siècles comme nous, mais les cycles du ciel, les grandes périodes astronomiques. La précession des équinoxes, qui dure plus de 25 000 ans, aurait pu être leur unité de mesure.
Ainsi, leurs monuments n'étaient pas seulement destinés à durer des millénaires, ils étaient pensés pour survivre à des ères entières, pour traverser le temps profond, comme des navires de pierre. L'idée des voyageurs du temps profond trouve un écho dans les mythes. Les Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, mentionnés par les textes égyptiens, régnaient avant les pharaons. Les traditions sumériennes parlent de rois antédiluviens, régnant sur des milliers d'années. Les textes hindous décrivent des yugas, des cycles cosmiques, où les civilisations naissent et meurent. Tous ces récits parlent d'âges très anciens, habités par des êtres ou des peuples dont la durée de vie excédait l'imaginable. Peut-être n'étaient-ils pas des dieux, peut-être étaient-ils simplement des hommes d'un autre temps, voyageurs d'une humanité disparue. Les pierres elles-mêmes portent la marque de ce temps profond. Le granit usé du Sphinx, dont certains affirment qu'il a subi des pluies bien avant l'Ancien Empire, suggère une origine bien plus ancienne. Les chambres alignées vers des étoiles dans le ciel d'il y a 10 000 ans confirment cette impression. Comme si les bâtisseurs voulaient ancrer leur œuvre dans un temps qui dépasse notre mémoire historique pour qu'elle résonne encore des millénaires plus tard, lorsque d'autres voyageurs, nous, viendraient les contempler. Cette vision dérange, car elle brise l'illusion de continuité. Nous croyons être les premiers, les plus avancés. Mais les pyramides, si elles sont l'œuvre de voyageurs du temps profond, nous rappellent que nous ne sommes peut-être que les derniers d'une longue chaîne, héritiers de fragments dispersés. D'autres avant nous auraient connu des âges de science, d'architecture, de cosmologie. D'autres avant nous auraient vu le monde s'effondrer, englouti par des catastrophes, effacé par le climat ou les flots. Le temps profond devient alors une spirale. Des civilisations s'élèvent, disparaissent, renaissent ailleurs. Ces voyageurs oubliés ont peut-être laissé plus de traces que nous le pensons. Des mégalithes posés dans des contrées lointaines, des mythes partagés par des peuples éloignés. Des symboles récurrents comme le serpent, l'étoile, le cercle, des motifs qui traversent les continents et les siècles, comme des bribes d'un langage commun. Les pyramides ne seraient que le témoignage le plus monumental de cette tradition, mais non le seul. Leur rôle, peut-être, est de rappeler aux générations futures que nous ne sommes pas les premiers et que le temps profond garde toujours ses voyageurs dans l'ombre. On pourrait dire que les pyramides sont elles-mêmes des voyageurs du temps profond. Elles traversent les millénaires sans faillir. Elles portent avec elles une mémoire silencieuse mais intacte. Elles ont vu passer des empires, des invasions, des religions. Elles ont résisté au sable, au tremblement, au vent. Leur message reste indéchiffrable, mais leur présence est une certitude. Elles continuent de voyager d'un âge à l'autre comme des passagers silencieux qui ne s'arrêtent jamais. Lorsque nous nous tenons face à elles, nous faisons aussi partie de ce voyage. Nous devenons à notre tour des lecteurs du temps profond, interpellés par un langage que nous ne comprenons plus, mais qui nous touche malgré tout. Nous sentons que ces pierres nous parlent d'une mémoire plus vaste, d'un cycle plus grand que nous. Elles nous disent que l'humanité n'est pas née hier, mais qu'elle plonge ses racines dans des époques que nous n'osons même pas imaginer. Les voyageurs du temps profond, ce sont peut-être eux, les bâtisseurs, mais ce sommes aussi nous, qui les écoutons à travers des milliers d'années. Car dans ce silence, un lien subsiste. Eux ont voulu transmettre, nous essayons de comprendre. Entre les deux, il y a le désert, le sable, l'oubli. Mais il y a aussi ces monuments immobiles qui défilent par le temps. Dans les récits les plus anciens, les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles sont des présents offerts par des êtres venus d'ailleurs. Non pas ailleurs au sens d'un pays étranger ou d'une région voisine, mais un ailleurs radical, un monde séparé du nôtre, peut-être céleste, peut-être cosmique. Les traditions égyptiennes évoquent des dieux qui descendirent du ciel, qui enseignèrent aux hommes l'agriculture, l'écriture, l'astronomie, et qui, une fois leur œuvre accomplie, s'élevèrent à nouveau. Si les pyramides ne furent pas construites par les Égyptiens, alors elles pourraient très bien être la trace matérielle laissée par ces visiteurs, devenus dieux dans la mémoire des peuples. La figure d'Osiris, maître de la Renaissance et du monde souterrain, est souvent liée à Orion. Isis, son épouse, Beleatoire, à l'étoile Sirius. Les temples, les textes, les hymnes répètent de ce lien entre les dieux et les étoiles. Les pharaons eux-mêmes affirmaient en descendre de cette lignée divine. Mais si l'on considère que ces divinités furent en réalité des visiteurs, alors les pyramides deviennent les preuves silencieuses de leur passage. Elles ne sont plus des tombeaux, elles sont des balises, des points d'ancrage terrestres reliés au ciel, comme si les dieux venus d'ailleurs avaient voulu laisser un signe durable de leur présence.
Ce thème n'est pas propre à l'Égypte. Partout, des traditions rapportent la venue de figures étranges venues des cieux ou des mers. Chez les Dogons du Mali, les récits les parlent de Nomos, des êtres venus de l'étoile Sirius, porteurs de savoir. Chez les Sumériens, les tablettes racontent l'histoire des Anunnaki, divinités descendues du ciel qui donnèrent aux hommes la connaissance des arts et des sciences. En Mésoamérique, Quetzalcoatl est décrit comme un dieu blanc, barbu, venu de l'Est, enseignant la sagesse et disparaissant en promettant de revenir. Dans toutes ces histoires, une constante demeure, l'idée que l'humanité reçut son savoir de l'extérieur, comme un don, comme une transmission. Les pyramides en l'airain, par leur monumentalité, s'intègrent naturellement dans ce récit. Leur fonction, leur exactitude, leur résonance cosmique dépassent ce que nous attribuons à une société naissante. Si elles furent dit le bâties par des dieux venus d'ailleurs, alors elles serviraient à deux choses, démontrer la puissance de ceux qui les construisirent et transmettre un message. Leur forme géométrique, stable, indestructible, est idéale pour survivre au siècle. Leur alignement aux étoiles suggère une intention claire, inscrire ce message dans le ciel pour que toute civilisation future puisse le lire. Certains voient-on dans les proportions de la grande pyramide une encyclopédie codée, le nombre pi, la vitesse de la lumière, des constantes mathématiques universelles. Comment des hommes de l'âge du bronze auraient-ils pu les connaître? Et pourquoi les auraient-ils gravés dans la pierre? Si l'on accepte l'idée d'une intervention extérieure, alors les pyramides deviennent non plus des monuments funéraires, mais des dépôts de savoir, confiés à la matière par des êtres qui savaient que leur passage serait bref. Les dieux venus d'ailleurs ne seraient pas des divinités au sens religieux. Ils auraient été perçus comme tels par des peuples fascinés, incapables de comprendre la technologie et la science qu'ils possédaient en eux. Un navire venu du ciel, un outil produisant de la lumière, une machine manipulant la pierre, tout cela aurait été vu comme un miracle. Ce que nous appelons Dieu seraient alors des voyageurs venus transmettre un fragment de leur savoir, puis repartis, laissant aux hommes le soin de le préserver. Cette hypothèse séduisante ne repose pas sur des preuves directes, mais sur une convergence de récits. Les mythes antiques là sont étrangement similaires, bien qu'éloignés par la distance. Tous parlent de maîtres venus d'ailleurs, donnant des lois, des sciences, des techniques. Les pyramides pourraient être le chaînon manquant, la preuve matérielle que ces récits n'étaient pas seulement des fables. Elles sont trop grandes, trop parfaites, trop alignées pour être seulement l'œuvre d'outils rudimentaires. Elles semblent faites pour traverser le temps, comme un message adressé à nous, les héritiers de ces récits. Mais si les dieux venaient d'ailleurs, que cherchaient-ils? Voulaient-ils sauver l'humanité d'une catastrophe, comme le disent dans les mythes du déluge? Voulaient-ils nous enseigner pour que nous puissions reconstruire après une destruction? Ou voulaient-ils simplement laisser une marque, un signe de leur passage? Les pyramides, dans ce cas, seraient autant un outil de transmission qu'un monument de mémoire. Elles diraient « Nous étions là, nous avons existé. Regardez vers les étoiles, vous comprendrez. » Le lien avec Orion et Sirius est peut-être une clé. Ces étoiles brillent de façon immuable dans le ciel nocturne. Elles sont visibles depuis la plupart des régions du globe. En orientant leurs monuments vers elles, les bâtisseurs ont relié la Terre à un repère universel. Si les dieux venaient d'ailleurs, peut-être voulaient-ils indiquer leur origine. Peut-être Orion et Sirius n'étaient pas seulement des symboles religieux, mais des coordonnées. Une carte laissée à ceux qui sauraient la lire. L'hypothèse des dieux venus d'ailleurs bouscule notre vision rationnelle. Elle nous pousse à accepter que ce que nous appelons mythe pourrait être mémoire. Elle ouvre la possibilité que l'humanité ne soit pas isolée, mais reliée à un réseau plus vaste, cosmique. Les pyramides seraient alors non pas le sommet de l'ingéniosité humaine, mais le point de contact entre deux mondes. Face à ces pierres, nous sentons une étrangeté. Elles semblent à la fois humaines et non humaines. Trop massives pour nos outils anciens, mais trop discrètes pour être l'œuvre d'êtres cherchant à se glorifier. Elles ressemblent à des balises plantées dans le désert, immobiles, attendant d'être comprises. Les dieux venus d'ailleurs, s'ils ont existé, ont choisi un langage universel. La pierre, la géométrie, les étoiles. Un langage que même après des millénaires, nous pouvons encore contempler, même si nous ne le comprenons pas totalement. Ainsi, les pyramides ne seraient pas seulement le mystère de l'Égypte, elles seraient dans le mystère de l'humanité entière. Pourquoi ces monuments existent-ils? Et pourquoi semblent-ils toujours pointer vers un ailleurs? Dans le silence de leurs galeries, dans la fixité de leurs lignes, elles murmurent peut-être encore l'écho d'une rencontre oubliée entre les hommes et des dieux venus du ciel.
L'archéologie cherche la précision. Elle classe, mesure, date, établit des chronologies. Elle veut transformer l'incertitude en certitude, l'ombre en lumière. Mais face aux pyramides, l'archéologie se heurte à une limite. Chaque mesure confirme l'immense travail des hommes, chaque datation rassure la raison. Pourtant, l'édifice demeure excessif, disproportionné, comme s'il excédait toujours l'explication. Alors le vertige s'installe, car entre la science et la pierre, il reste une faille, une énigme qui ne se laisse pas réduire. Les fouilles de Gizeh ont livré quantité de fragments, outils, graffitis d'ouvriers, rampes de pierre, inscriptions mentionnant les pharaons. Tout cela semble confirmer l'explication officielle. Les pyramides seraient l'œuvre de milliers d'ouvriers organisés, travaillant durant des décennies sous l'autorité des rois. Mais ces preuves, si précieuses, ne dissipent pas entièrement le mystère. Elles expliquent le comment, mais elles n'expliquent pas le pourquoi. Elles décrivent une technique, mais elles ne justifient pas la perfection. Elles reconstituent un effort humain, mais elles n'effacent pas l'impression d'un projet plus vaste, plus ancien, plus étranger. Le vertige naît de cette disproportion. Car même en admettant l'ingéniosité, même en reconnaissant le savoir-faire, reste la question. Pourquoi bâtir avec une telle précision, une telle masse, une telle exactitude? Pourquoi ériger des millions de blocs pour protéger un corps alors qu'une tombe modeste aurait suffi? Pourquoi aligner les monuments aux étoiles? Pourquoi inscrire des proportions mathématiques universelles dans la pierre si l'unique but était funéraire? L'archéologie répond en parlant de religion, de pouvoir, de symbolisme. Mais le vertige persiste. Ces réponses semblent toujours trop petites face à l'immensité des pierres. Dans cette tension entre archéologie et mystère, deux regards coexistent. Le premier est celui du savant, penché sur les fragments, cherchant les preuves matérielles. Le second est celui du rêveur, qui lève les yeux vers la masse intacte et pressent qu'il y a plus que ce que disent les preuves. L'un cherche à circonscrire, l'autre à élargir. Et peut-être que les pyramides sont faites pour accueillir ces deux regards. Elles sont à la fois des monuments concrets, fruits d'un effort humain, et des énigmes intemporelles, ouvertes à l'interprétation. Le vertige est accentué par les contradictions. D'un côté, des preuves tangibles situent la construction au temps des pharaons. De l'autre, des indices d'art et troublants suggèrent encore des origines plus anciennes. Érosion du sphinx, alignement des lois stellaires, proportions universelles. Ce décalage engendre une impression de double réalité. Comme si les pyramides appartenaient à deux époques à la fois, l'une inscrite dans l'histoire connue, l'autre immergée dans un passé plus profond. L'archéologie retient la première, mais le vertige naît de la seconde. Ce vertige est fertile. Il alimente l'imaginaire, il nourrit les mythes, il inspire les chercheurs indépendants comme les écrivains. Il rappelle que l'histoire n'est jamais totalement fermée, que chaque certitude peut se fissurer, que chaque monument peut contenir plus que ce que l'on croit. En ce sens, les pyramides sont des seuils. Elles séparent le domaine du savoir établi de celui du mystère. Elles obligent à accepter que tout ne peut pas être réduit à des données. Dans les galeries étroites de la grande pyramide, ce vertige se ressent physiquement. Les couloirs sombres, les chambres vides, les échos de pas résonnent comme si l'édifice n'était pas seulement fait pour abriter mais pour troubler. On y marche avec la conscience que chaque pierre a été posée volontairement, que chaque angle, chaque proportion répond à une intention. Mais laquelle? L'archéologie parle de fonction funéraire, de symbolisme solaire. Le visiteur, lui, ressent autre chose, l'impression d'un langage muet, d'un savoir caché dans la masse. Entre archéologie et vertige, il y a aussi la question du temps. La science veut dater. Elle cherche des chiffres. 2600 avant Jésus-Christ. J-C, 4e dynastie, règne de Khéops. Mais le vertige dit autre chose. Il dit l'intemporalité. Il dit que ces monuments ne semblent pas vieillir, qu'ils pourraient être plus anciens ou plus récents, qu'ils échappent aux catégories. Ils donnent l'impression d'avoir toujours été là, comme des montagnes, comme des astres. L'archéologie les inscrit dans une chronologie, le vertige les inscrit dans l'éternité. Il existe une sagesse discrète dans ce face-à-face. Peut-être que les pyramides ne doivent pas être expliquées totalement. Peut-être que leur rôle est précisément d'ouvrir un espace de vertige, de rappeler à l'humanité qu'elle ne sait pas tout, qu'elle n'a pas tout compris. L'archéologie nous donne des repères, mais les pyramides nous invitant à dépasser ces repères. Elles montrent que la vérité peut être double, à la fois matérielle et symbolique, rationnelle et mystérieuse. Dans ce sens, elles ne sont pas seulement des monuments de pierre, elles sont des monuments d'ambiguïté.
Elles vivent de cette tension entre savoir et énigme. Elles obligent à marcher sur une ligne fragile où chaque explication semble incomplète, où chaque preuve appelle une question plus vaste. Elles nous rappellent que le monde n'est pas entièrement réductible à des faits, et que parfois l'essentiel se trouve dans ce qui échappe, dans ce qui demeure inexpliqué. Le vertige, au fond, est peut-être leur fonction première. Faire sentir aux hommes qu'ils ne sont pas les maîtres du temps, qu'il existe des forces plus grandes, des savoirs plus anciens, des mystères qui ne s'épuisent pas. L'archéologie cherche à enfermer le passé dans des catégories. Les pyramides, elles, ouvrent des abîmes. Elles nous rappellent que la vérité n'est pas toujours une réponse, mais parfois une question qui demeure. Et dans ce silence, entre archéologie et vertige, les pyramides continuent d'exister. Elles définissent nos certitudes, elles nourrissent nos doutes, elles sont le point où la science rencontre le mystère, où les faits côtoient les mythes, où le savoir et l'imaginaire s'embrassent. Elles ne cessent de nous dire, sans mots, « Vous n'avez pas fini de nous comprendre ». Le désert est un maître du silence. Il avale les bruits, il étouffe les voix, il fait taire les siècles. Les pyramides dressées dans ce désert semblent prolonger cette loi. Elles parlent moins par ce qu'elles montrent que par ce qu'elles taisent. Leur masse impose le silence, leur immuabilité le prolonge. Et si elles n'étaient pas construites par les Égyptiens, alors leur silence ne serait pas seulement absence de réponse. Il serait une parole d'un autre ordre, un langage qui échappe aux mots, mais qui persiste dans l'ombre des pierres. Ce silence est d'abord celui des chambres vides. La grande pyramide, malgré des siècles de fouilles, n'a jamais livré le corps d'un roi. Les sarcophages retrouvés sont vides, dépourvus d'inscriptions. Les murs intérieurs, contrairement à tant d'autres monuments égyptiens, n'ont pas été recouverts de hiéroglyphes. Ce vide n'est pas accidentel, il semble volontaire. Comme si le monument avait été conçu pour ne pas livrer son secret, pour rester fermé, impénétrable, même lorsque ses couloirs sont explorés. Dans ce silence, on entend presque une volonté, celle de préserver une énigme. Le silence est aussi celui des bâtisseurs. Aucun texte égyptien ne raconte en détail la construction des pyramides. Les pharaons se glorifiaient volontiers de leurs exploits, inscrivant leurs victoires sur les temples, leurs conquêtes sur les stèles. Mais concernant ces édifices colossaux, presque rien. Comme si la mémoire avait été volontairement effacée, ou comme si cette mémoire ne leur appartenait pas. Si les pyramides venaient d'un peuple antérieur, leur silence serait alors compréhensible. Les Égyptiens n'auraient pas eu d'histoire à raconter à leur sujet, sinon celle de l'appropriation. Il existe aussi un silence des techniques. Les pierres sont là, posées avec une précision qui semble impossible. Mais les outils, eux, ne sont pas là. Aucun instrument sophistiqué n'a été retrouvé, aucun mécanisme, aucune trace évidente d'une technologie proportionnelle à l'ampleur du chantier. Ce décalage nourrit l'impression que quelque chose manque. Comme si le désert avait avalé les preuves, ne laissant que l'énigme. Ce silence technique est peut-être le plus troublant. Il fait naître un vertige, celui de sentir qu'un savoir a existé, mais qu'il a disparu sans laisser de traces. Les silences des pierres ne sont pas seulement absence de son ou de récit. Ils deviennent des présences, presque palpables. Lorsque l'on se tient dans la chambre du roi, le vide résonne comme une voix sourde. Les murs semblent écouter plus qu'ils ne parlent. Ce silence agit sur le corps. Il fait ralentir la respiration. Il impose une attention, comme si la pierre voulait enseigner par la présence seule. Dans ce silence, on perçoit un autre langage qui ne passe pas par les mots mais par la sensation. Les silences disent aussi l'ancienneté. Les blocs usés, les fissures discrètes, les traces d'érosion racontent des millénaires de vent et de sable. Mais ils le racontent sans discours, sans texte. Ils murmurent sur que le temps est trapassé, que des générations entières ont disparu, que des royaumes sont morts mais que la pierre est restée. Le silence des pyramides est celui de la durée, d'une endurance au-delà des hommes. Dans ce silence, nous percevons notre propre fragilité. Peut-être est-ce précisément ce que les bâtisseurs voulaient transmettre. Ils savaient que les mots disparaîtraient, que les récits s'effaceraient, que les chronologies s'effondreraient, mais ils savaient aussi que le silence demeure. Alors ils ont confié leur message à ce silence. Ils ont construit un monument qui ne dit rien, mais qui continue de poser des questions. Un monument qui résiste aux interprétations, qui échappe aux conclusions. Car le silence, lui, ne peut pas être falsifié. Il est toujours vrai. Dans les traditions spirituelles, le silence est souvent vu comme la forme la plus pure du langage. Les mystiques y entendent la voix de l'invisible, les sages y trouvent dans la vérité qui échappe aux mots. Les pyramides, dans ce sens, sont des temples du silence.
Elles ne cherchent pas à expliquer, elles cherchent à imposer une présence. Elles rappellent que le mystère est plus puissant que la réponse. Leur silence est une leçon, un rappel que tout savoir humain est partiel, mais que certaines présences en sont totales. Les silences des pierres dialoguent aussi avec le ciel. La nuit, lorsque les étoiles brillantent au-dessus des pyramides, le contraste est saisissant. Le silence immobile de la pierre rencontre le silence lumineux du cosmos. Aucun mot, aucun texte, mais un langage universel, fait de formes, d'alignements, de lumière. Les pyramides semblent ainsi participer à une conversation muette entre la terre et le ciel. Dans ce dialogue, l'homme n'est qu'un témoin. Les bâtisseurs, qu'on soit grand qu'ils soient égyptiens ou issus d'une civilisation oubliée, ont choisi de parler ce langage du silence, parce qu'il est le seul à survivre aux millénaires. Ce silence peut être oppressant. Il rappelle l'absence, le vide, l'oubli. Mais il peut aussi être libérateur. Il nous invite à accepter que nous ne savons pas tout, que nous n'avons pas toutes les réponses. Il nous oblige à contempler, à ressentir plutôt qu'à expliquer. Il nous place face à notre propre ignorance mais sans violence. Car le silence n'accuse pas. Il accueille, il enveloppe, il attend. Les pyramides, immobiles, semblent attendre que nous apprenions à écouter autrement. Dans ce sens, leur silence n'est pas mutisme, mais message. Elles disent « tout passe sauf ce qui demeure ». Elles disent « le savoir peut s'effacer, mais la présence reste ». Elles disent « l'essentiel n'est pas ce que vous comprenez, mais ce que vous ressentez ». Leur silence est une pédagogie lente, un enseignement qui ne se livre qu'à ceux qui acceptent de s'asseoir dans l'ombre et d'écouter ce qui ne se dit pas. Ainsi, les pyramides deviennent plus qu'un mystère. Elles deviennent une expérience. Une expérience du silence, de l'absence de réponse, de la confrontation avec un langage qui n'est pas le nôtre. Ce que disent les silences des pierres, c'est que le passé n'est pas seulement à comprendre, il est à habiter. Il est difficile d'imaginer le monde sans elles. Les pyramides sont devenues si familières à notre mémoire collective que leur absence paraît inconcevable. Pourtant, si elles n'avaient jamais existé, si le désert de Gizeh n'avait été qu'une plaine vide, l'histoire elle-même aurait pris une autre forme. Car les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles sont des repères de pensée, des miroirs du temps, des symboles universels. Les effacer, c'est ouvrir un vide immense dans l'imaginaire de l'humanité. Sans les pyramides, l'Égypte ancienne aurait perdu sa silhouette iconique. Elle serait restée une civilisation brillante, marquée par ses temples, ses hiéroglyphes, ses dieux, mais elle n'aurait pas possédé cette signature si puissante, cette ligne immuable dressée contre le ciel. Le monde aurait retenu d'elle un fleuve fertile, des dynasties fastueuses, des cultes solaires, mais pas cette énigme de pierre qui défie le temps. L'absence des pyramides aurait rendu l'Égypte plus humaine, moins mythique, moins intemporelle. Un monde sans pyramides serait un monde privé d'un de ses plus grands mystères. Car ce qui fascine dans ces monuments, ce n'est pas seulement leur masse, mais l'ombre qu'elles projettent sur nos certitudes. Sans elles, l'histoire aurait paru plus lisse, plus rationnelle. Nous n'aurions pas eu à douter de la chronologie, à questionner l'existence de civilisations perdues, à imaginer des dieux venus d'ailleurs. Les pyramides obligent à interroger. Elles créent une fissure dans la narration officielle, un espace pour le doute et l'imaginaire. Sans elles, peut-être aurions-nous accepté plus facilement une vision linéaire du passé, rassurante mais incomplète. Le monde moderne serait aussi différent. L'archéologie, telle que nous la connaissons, s'est construite autour de ces énigmes. Les explorateurs du XIXe siècle, fascinés par Gizeh, ont ouvert la voie à des fouilles systématiques, à des musées entiers, à une science tournée vers le déchiffrement du passé. Sans pyramides, peut-être l'archéologie aurait-elle été moins spectaculaire, moins centrale dans la culture populaire. Peut-être que d'autres monuments auraient pris leur place, Stonehenge, les ziggourats de Mésopotamie, les temples mayas. Mais aucun n'aurait eu ce pouvoir universel d'incarner à lui seul l'énigme de l'Antiquité. Les pyramides sont aussi devenues un langage visuel universel. Leur forme triangulaire, simple et absolue, est reconnue partout, dans toutes les cultures. Elle évoque la stabilité, l'ascension, l'éternité. Sans elle, l'imaginaire architectural aurait été différent. Les architectes modernes n'auraient pas repris cette forme comme symbole de grandeur. Les sociétés n'auraient pas projeté sur elle des visions de mystère, d'énergie, de secret. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles sont devenues une idée. Un monde sans elles serait un monde sans ce symbole. Mais l'absence des pyramides aurait surtout modifié notre rapport au temps,
car elles ne sont pas seulement un vestige, elles sont une énigme qui relie l'homme à la durée. Elles nous obligent à penser en millénaires, à contempler ce qui dure au-delà des vies humaines. Sans elles, peut-être aurions-nous une perception plus courte du passé, limitée aux ruines fragiles, aux textes brisés. Les pyramides nous rappellent que quelque chose peut durer, qu'un geste humain peut défier les siècles. Sans elles, l'idée même d'éternité aurait moins de poids. Un monde sans pyramides aurait aussi été privé de mythes puissants. Plus d'Atlantide projetée sur Gizeh, plus de dieux venus d'ailleurs associés à leurs pierres, plus de fantasmes de trésors cachés dans leurs chambres. Ces récits qui nourrissent autant la littérature que l'imaginaire populaire n'auraient pas existé. Les mythes auraient à en trouver d'autres supports, mais aucun n'aurait possédé cette présence imposante, ce silence de pierre qui amplifie chaque légende. Les pyramides ne créeraient pas seulement des mythes, elles les accueillent, les amplifient et les immortalisent. Le désert lui-même aurait été autre, car il ne suffit pas d'un sable pour créer un mystère. Ce sont ces masses de pierre qui transforment Gizeh en un lieu unique, à la fois terrestre et cosmique. Sans elles, le plateau n'aurait été qu'une étendue anonyme. Les voyageurs ne s'y seraient même pas arrêtés, les poètes n'y auraient pas projeté leur vision, les savants n'y auraient pas perdu leur sommeil. Le désert de Gizeh aurait été un désert parmi d'autres, non pas le centre magnétique de l'imaginaire humain. Un monde sans pyramides serait enfin un monde moins fragile, paradoxalement, car leur présence nous confronte à nos limites. Elles nous disent que nous ne savons pas tout, que nous avons perdu des savoirs, que l'histoire est fissurée. Elles introduisent le doute, et le doute fragilise. Mais cette fragilité est précieuse. Elle ouvre la porte au questionnement, à l'humilité, à la recherche. Sans elle, nous aurions peut-être cru trop facilement que nous connaissons tout, que notre monde est le sommet de l'histoire humaine. Leur absence aurait rendu l'humanité plus confiante, mais aussi plus aveugle. Il est donc difficile d'imaginer ce vide. Les pyramides sont devenues des axes autour desquels tournent nos pensées sur le passé. Elles sont des balises, des repères. Sans elles, le paysage de l'histoire, de la science, de l'imaginaire serait méconnaissable. Peut-être que d'autres monuments auraient pris leur place, mais aucun n'aurait ce pouvoir de silence, de mystère, d'universalité. Alors se demander ce que serait un monde sans elles, c'est mesurer ce qu'elles nous apportent réellement. Non pas seulement une énigme archéologique, mais une conscience du mystère. Non pas seulement un héritage culturel, mais une profondeur du temps. Non pas seulement une forme géométrique, mais une question sans réponse. Sans elle, notre monde serait plus pauvre, moins inquiet, moins habité par le vertige. Et peut-être que c'est ce vertige qui nous garde vivants, en nous rappelant qu'au-delà de nos certitudes, il y a toujours une pierre qui se tait et qui attend.